À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Bambara Maoudi, c'est dans la région de Tombouctou, la même heure à Koulouba. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Les deux ex-otages qui ont été enlevés le 6 août dernier dans la localité de Bambara Maoudé, dans la région de Tombouctou, ont été présentés hier après-midi à Koulouba au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées. Une libération qui a été rendue possible grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité en étroite collaboration avec les services de renseignement. Les détails à suivre dès les débuts de ce journal. Les acteurs de la gestion des questions migratoires font la relecture du document de la politique nationale de migration qui présente aujourd'hui des insuffisances. C'est à la faveur d'un atelier, un processus qui a été enclenché en décembre 2023. On parlera des éliminatoires Coupe du Monde 2026 dont la 8e journée des groupes a pris fin hier avec 15 rencontres sur le continent africain. Il sera également question de la CAN Junior de handball féminin à Oran en Algérie. La 3e journée des groupes au séjour ce mercredi et le Mali affronte le Kenya à partir de 14h. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle de la rareté des poissons, une situation qui est due à la pollution du fleuve Niger et au dragage. Cependant, la sensibilisation doit être de mise afin de favoriser la survie des poissons et par ricochet de sauver des vies. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec les services de renseignement, ont libéré lundi 2 otages des mains des terroristes. Les désormais ex-otages ont été enlevés le 6 août dernier dans la localité de Bambara Maoudé, dans la région de Tombouctou. Ils ont été présentés hier après-midi à Koulouba au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, le chef de l'État, a salué le travail des femmes et des services de renseignement. Il a aussi salué la détermination des ex-otages à défendre le Mali. À l'issue de l'audience, notre reporter a tendu son micro au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de division Daoud Ali Mohamedine nous donne plus de détails au micro de Mohamed Diarra. Nous étions venus en audience sur le président de la transition, chef suprême des armées. Nous sommes venus lui rendre de la présence physique parmi nous de 2 de nos frères d'armes qui avaient été enlevés le 6 août dernier, à savoir le sergent-chef de police Abdraman Dambélé et le sergent de police Boubacar Dabo. Donc ils ont été enlevés à hauteur de Bambara Maoudé sur l'axe Tombouctou-Douanza. Par la grâce de Dieu et l'implication de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, singulièrement l'implication des services de renseignement. Ils ont été libérés lundi 8 septembre. Donc nous sommes venus leur présenter physiquement au chef de l'État qui leur a prodigué des conseils aussi pour dire que ça fait partie de notre vie. Et quand on opte pour la vie militaire, on opte aussi pour certains risques. Je tiens ici à remercier singulièrement les services de renseignement qui sont vraiment impliqués pour cette libération. Saluer leur professionnalisme, les féliciter pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Dire aussi qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Ils seront pris en compte par une équipe médicale, notamment des psychologues. Et ensuite, ils vont regagner leur famille. Et les forces de défense et de sécurité, partout où nous sommes, nous allons lutter contre le terrorisme. Cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous dérouter de notre mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la protection des personnes et de leurs biens. C'est aussi le moment d'avoir une pensée pieuse pour certains aussi de nos frères d'armes qui sont en captivité, en otage, leur dire ceci. Nous sommes avec eux, ils ne sont pas seuls. Ils ont notre message d'accompagnement et par la même occasion présenter les condoléances à ceux qui aussi n'ont pas pu avoir la chance de retourner parmi nous, ceux qui ont perdu la vie dans les geôles de ces groupes armés terroristes.
leur dire à leur famille beaucoup de courage et leur présenter encore notre condoléance. Et au nom du chef suprême des armées et de toute la hiérarchie militaire, encore une fois, féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués pour la libération de nos deux frères ici présents. Vous venez d'écouter à l'instant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine. La gestion des questions migratoires est régie par la PONAM, entendue par la Politique nationale de migration. Il s'agit d'un document de référence pour le département et ses structures techniques. Mais à l'analyse, le document présente aujourd'hui des insuffisances. C'est pour corriger ces insuffisances que s'est tenu hier au sein du département un atelier interne de relecture, un processus qui a été déclenché en décembre 2023. Les détails avec Tchemoko Konaté. Politique nationale d'immigration, le fil conducteur des actions du département en charge de la question au bénéfice des compatriotes de la diaspora qui de nos jours avoisine 6 millions de personnes. La politique en question définit les orientations stratégiques contenues dans un document en vigueur depuis septembre 2014. Aboubakrine Aguissa, directeur général du Centre d'information et de gestion des migrations. Des Maliens en détresse partout dans le monde. Le cas britannique constitue au fait un exemple, une illustration parfaite d'agissement en termes de protection et d'assistance. Au-delà, pour le développement national, le Forum international d'investissement de la diaspora, nous venons de sortir dedans. Des corps qui sont rapatriés, c'est jamais vu. Et pourtant, c'est des réalités aujourd'hui. Entre autres initiatives qui, selon notre interlocuteur, découlent des innovations introduites dans la conduite des affaires par l'actuel ministre Moussa Agataer. Cependant, les documents de politique présentent des insuffisances qui entravent le département dans sa démarche. D'où cet atelier interne de réflexion qui constitue une étape stratégique du processus de relecture en cours depuis décembre 2023. Une réforme majeure en adéquation avec la lettre de cadrage du président de la transition, Moussa Agataer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Il s'agit pour nous de traduire en réalité palpable la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celle de faire de la diaspora malienne un puissant levier de la souveraineté retrouvée et du Mali un État fort dans le concert des nations. La réussite de ce chantier ne dépendra pas seulement de la pertinence de nos orientations stratégiques. Elle dépendra aussi de notre capacité individuelle et collective à mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Pour ce faire, le ministre annonce la tenue prochaine des consultations régionales impliquant la société civile, notamment les femmes et les jeunes. Ces consultations seront élargies aux acteurs concernés à travers les plateformes numériques et les représentations diplomatiques et consulaires. Il s'agit à terme de renforcer les mécanismes de mobilisation des financements pour mieux faire face aux questions migratoires. À Ségou, le ministre de l'Industrie et du Commerce était hier dans les usines sucrières Soukala et Nsoukala, 6 à Dougabougou, Bewani et Siribala. Suite aux récentes attaques des groupes armés, il s'agissait pour le visiteur de constater de visu les niveaux des dégâts causés par ces attaques, de rassurer les travailleurs et la population de la volonté de l'engagement des autorités de la transition pour la poursuite des activités de production de sucre dans ces usines. Et dans ce sens, toutes les dispositions sont prises par l'État, rassure le ministre qui était accompagné de la délégation chinoise des autorités administratives et militaires de la région. Les détails avec Aramata Konaté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sur le terrain en zone sucrière Soukala et Nsoukala, 2 unités fleurons de la coopération sino-malienne touchées récemment par des attaques des groupes armés. Le ministre vient galvaniser les travailleurs de ces sociétés et leur rassurer de la détermination des autorités du pays à œuvrer davantage pour la satisfaction des besoins de la population en sucre. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Je suis ici pour exprimer la ferme volonté, l'engagement et la détermination du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, de garantir la sécurité de toutes les unités industrielles sur l'ensemble du territoire national. Soukala et Nsoukala, c'est 2589 emplois directs.
mais c'est aussi 4 900 emplois saisonniers. Soukala et Nsoukala, c'est 150 000 tonnes de production de sucre par an, soit 43% de la couverture de notre besoin national. Cette visite des centres de production de sucre est aussi marquée par une séance d'échange entre les parties maliennes et chinoises pour rassurer des dispositions prises par l'État du Mali. Lorsque nous avons fait la visite, nous avons constaté qu'effectivement, il y a eu des dégâts, mais le gouvernement est totalement mobilisé, totalement déterminé à prendre toutes les mesures qui s'imposent au plan sécuritaire, au plan technique et au plan opérationnel pour le démarrage des 2 unités et dans la mer de l'air. Je peux affirmer aussi qu'à l'issue de cette visite-là, les 2 usines, Soukala et Nsoukala, vont démarrer leur saison le 15 décembre 2025. Tieng Yining, président du conseil d'administration des sociétés Soukala et Nsoukala. Il veut dire que l'amitié entre la Chine et le Mali, ça date plus de 60 ans. Donc on peut dire que la Chine et le Mali, c'est comme une famille. Soukala et Nsoukala, c'est comme l'enfant des 2 pays, puisque c'est un projet de collaboration entre les 2 pays. Donc il veut d'abord remercier Monsieur le ministre ainsi que tous les Maliens qui ont accordé des soutiens et des accompagnements à nos 2 sucreries. La Chine et le Mali vont faire des efforts ensemble pour garantir la continuité de travail des 2 sucreries. À Dougabougou, Siribala et Bewani, partout, le ministre invite les travailleurs à plus d'union, de solidarité et de responsabilité pour l'approvisionnement de la population en sucre. Se donner la main pour la prochaine campagne sucrière, maître mot de cette visite, c'est garantir la stabilité sociale et la souveraineté en production de sucre. Pour ce faire, l'État ne va pas lésiner sur les moyens. Ségou, Ramata Konate et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Dialogue stratégique avec les légitimités traditionnelles de Tombouctou autour du programme Communes Amies des enfants. Il s'agit d'encourager les communes à intégrer les droits des enfants dans leur plan de développement et impliquer les chefs traditionnels dans ce programme. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Le dialogue stratégique avec les légitimités traditionnelles de Tombouctou, programme des communes amies des enfants, a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès aux droits de l'enfant en cohérence avec les orientations du programme national des communes amies des enfants à travers une réflexion stratégique inclusive avec les chefs traditionnels afin d'identifier les goulots d'étalement et de co-construire des solutions durables. Kolo Mahawasoro, chef du bureau zone UNICEF Tombouctou. Ce projet vise à renforcer les droits et le bien-être des enfants à travers des actions concrètes et des politiques publiques locales. Il repose sur une collaboration étroite entre les autorités locales, les communautés et les structures de protection de l'enfance pour garantir un environnement favorable à l'épanouissement de chaque enfant, à la santé, à la nutrition, à l'éducation, à l'eau potable, à la protection contre les violences et à un environnement simplement sain. Les participants vont échanger sur les droits de l'enfant, l'analyse collective des obstacles, les propositions concrètes et les rôles pour les chefs traditionnels. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous espérons que ce cadre nous permettra d'identifier les goulots d'étranglement qui entravent l'accès aux droits de l'enfant à Tombouctou, tels que mariage précoce, travail des enfants, violence, faible accès aux services sociaux de base, valoriser les savoirs traditionnels et les pratiques communautaires positives, définir les engagements concrets des chefs traditionnels pour soutenir les initiatives locales, notamment dans le cadre du programme Communes Amies des enfants. Il faut noter que cette rencontre est organisée par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en partenariat avec l'UNICEF. La fin des échanges sera sanctionnée par la signature d'une déclaration d'engagement et un plan de suivi par les chefs traditionnels. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maulou Tandina pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère. À présent, en République démocratique du Congo, une nouvelle attaque meurtrière a frappé la province du Nord Kivu dans la nuit de lundi à mardi. Le village de Ntoyo, situé à l'est de Mangure-Difpa, a été la cible d'un massacre attribué aux rebelles ADF et MTM affiliés au groupe État islamique. Le bilan est dramatique. Au moins 72 civils ont été tués, parmi eux des femmes, des enfants et des familles entières. L'Éthiopie franchit une étape historique avec
l'inauguration officielle du barrage de la Grande Renaissance, le plus grand du continent africain. La cérémonie s'est tenue hier à Addis Abeba en présence de plusieurs chefs d'État africains. Avec une capacité de 5000 mégawatts, ce barrage va doubler la production électrique de l'Éthiopie, renforcer son autonomie énergétique et soutenir sa transition vers une mobilité propre. Le pays a d'ailleurs récemment interdit l'importation de véhicules à essence. Le président kenyan William Ruto a salué une déclaration panafricaine, tandis que plusieurs dirigeants, dont celui du Sud au Soudan, ont exprimé leur volonté d'importer cette électricité pour renforcer les liens régionaux. Un projet stratégique aux retombées économiques, énergétiques et diplomatiques majeures pour la Corne de l'Afrique. La France est secouée ce matin par une série de manifestations et de blocages coordonnés dans le cadre du mouvement Bloquons tout, lancé pour paralyser le pays. Dès l'aube, des actions ont été menées sur plusieurs points stratégiques, routes, rocades, dépôts de transport avec pour toile de fond un climat social et politique extrêmement tendu. Selon le ministre de l'Intérieur, on dénombre déjà près de 300 interpellations, dont 170 à Paris, ainsi qu'une cinquantaine d'opérations de déblocage à travers le territoire. Dans ce contexte agité, le président Macron a nommé hier Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, succédant à François Bayrou, qui a rendu sa démission hier. Tension diplomatique après une frappe israélienne menée hier à Doha, au Qatar. L'armée israélienne a visé une réunion de hauts responsables de Hamas présents dans la capitale qatari pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu. L'attaque a fait 6 morts, mais selon plusieurs sources, les dirigeants du Hamas auraient survécu. Israël affirme avoir agi seul s'agissant d'une opportunité opérationnelle selon le bureau du Premier ministre Netanyahu, mais la réaction internationale est immédiate. Le président Trump s'est dit très mécontent, affirmant que Washington n'avait pas été averti. La Maison-Blanche parle d'un acte qui a mis le président mal à l'aise. Le Qatar, furieux, condamne une violation flagrante de sa souveraineté. Son Premier ministre affirme que l'Émirat se réserve le droit de riposter tout en maintenant son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza. La page sport à prison, Afro-Basket U16, filles et garçons Kigali 2025. Les tournois masculins jouent ce mercredi sa 3e et dernière journée des groupes. Le Mali sera opposé à l'Égypte à 16h30. CAN Junior de handball féminin à Oran, en Algérie. La 3e journée des groupes se joue ce mercredi. Le Mali affronte le Kenya à partir de 14h, éliminatoire en Coupe du Monde 2026. La 8e journée des groupes a pris fin hier avec 15 rencontres sur le continent africain. Le Maroc et la Tunisie sont les premiers pays africains qualifiés pour le Mondial 2026. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Fotigui Tunkara. L'actualité sportive sur le continent reste dominée par les éliminatoires du Mondial 2026. La 8e journée des groupes s'est achevée hier avec quelques résultats sensationnels, parmi lesquels la surprenante victoire 1-0 des requins bleus du Cap-Vert sur les Lions indomptables du Cameroun qui n'ont jamais gagné à Praia, quelle que soit la génération ou l'état de forme. L'une des meilleures opérations de cette 8e journée a été réalisée par le Sénégal avec sa renversante victoire 3-2 au Congo démocratique. Menés 2-0 après 33 minutes de jeu, les Lions de la Teranga ont inversé la tendance pour s'imposer au finish et s'emparer de la tête du groupe B, chippé à l'adversaire du jour. Entre autres résultats ont été enregistrés hier. Le Niger est allé s'imposer en Tanzanie 1-0. Le Burkina Faso a accroché l'Égypte à Ouagadougou 0-0. La Côte d'Ivoire a décroché le nul au Gabon 0-0. La Mauritanie est accrochée à domicile par le Soudan du Sud 0-0. Le Nigeria en déplacement a tenu l'Afrique du Sud en échec, un but partout. Après 8 journées disputées, l'Égypte dans le groupe A, le Sénégal dans le groupe B, l'Afrique du Sud dans le groupe C, le Cap-Vert dans le groupe D
La Côte d'Ivoire dans le groupe F, l'Algérie dans le groupe G et le Ghana dans le groupe I. Tous leaders de leur poule sont en pole position pour la qualification. Mais pour le moment, seul le Maroc dans le groupe E et la Tunisie dans le groupe H sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026 à 2 journées de la fin de la campagne éliminatoire. Prévue en octobre prochain, les 2 dernières journées ont lieu dans un mois. Du basketball avec l'Afrobasket U16 filles et garçons Kigali 2025 qui poursuit son petit bonhomme de chemin. En match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe C, le Mali sera aux prises avec l'Égypte cet après-midi à partir de 16h30. Les 2 équipes s'affrontent pour la suprématie du groupe et se disputent le ticket des quarts de finale. Le Mali est en tête avec 4 points devant l'Égypte avec le même nombre de points. Chez les filles, le Mali s'est déjà qualifié pour les quarts de finale. Au compte de la 3e journée du groupe B hier, le Mali a battu la Guinée-Conakry par le score de 76-32. La Côte d'Ivoire a gagné contre l'Angola 54-51. Au compte de la 3e et dernière journée du groupe C, cet après-midi à 14h, le Cameroun sera face au Kenya. Du handball féminin avec la CAN Junior qui se déroule à Oran en Algérie. Le Mali joue ce mercredi contre le Kenya à partir de 14h. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 3e journée du groupe B. Le reste du programme prévoit Tunisie, Égypte et RDC Zambie à 16h, puis Algérie, Guinée-Conakry et Côte d'Ivoire, Burkina Faso à 18h. Hier, au compte de la 2e journée, le Mali a perdu contre l'Angola 12-42. L'Égypte a gagné contre le Burkina Faso 44-17. La Côte d'Ivoire s'est inclinée devant la RDC 18-19. Le Kenya est tombé devant la Guinée 30-41. La Zambie a chuté devant la Tunisie 22-42. Chronique de l'environnement. Les filets reviennent vides. Le fleuve Niger, autrefois généreux, ne nourrit plus les pêcheurs comme avant. La diminution du poisson inquiète plus d'un. La pollution s'aggrave et l'avenir des communautés riveraines semble être menacé. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Au bord du fleuve Niger, les pêcheurs racontent leur désarroi. Filets jetés à l'aube, espoir de ramener du poisson pour nourrir la famille. Mais la réalité est tout autre. Au-delà du manque à gagner, la raréfaction des poissons bouleverse tout un mode de vie, transmis de génération en génération. Soumana Farota, pêcheur à Wandoubana à Mopti. Les poissons se font de plus en plus rares à cause des produits chimiques déversés dans le fleuve, du dragage et des pesticides utilisés par les agriculteurs. Quand les poissons les ingèrent, ils deviennent porteurs de maladies. Pourtant, autrefois, rien de tout cela n'existait. Aujourd'hui, lorsque nous jetons nos filets, ils remontent chargés de sachets plastiques et de déchets solides. Le fleuve est gravement pollué. Pour mieux cerner les causes de cette situation, nous avons sollicité l'expertise de Adama Sambou Sissoko, docteur en géographie de l'environnement. Il y a les changements climatiques avec le réchauffement, sinon la température que les eaux du fleuve prennent. Cela fait que quand les eaux deviennent de plus en plus chaudes, rarement les poissons pourront pouvoir se développer comme il le faut ou pourront pouvoir résister comme cela se doit. Mais de l'autre côté, il y a aujourd'hui le dragage, le fait que les gens vont chercher de minerais dans les lits du fleuve Niger. Cela fait que les poissons, leur écologie et leur écosystème malheureusement se trouvent bousculés. Donc ce qui joue sur leur reproduction, la santé de ces poissons et même d'autres êtres vivants se trouvant dans l'eau. Face à ce constat alarmant, des actions de terrain sont menées pour sauver ce qui peut l'être encore. Dr Karonga Keita, directeur régional de Wetland International pour les pays du Sahel basé au Mali. L'eau du fleuve Niger et même des autres fleuves est devenue une question nationale, même régionale. Ce que nous recommandons d'abord, que toutes les actions s'inscrivent dans une approche holistique, une approche globale, dans un partenariat public-privé au niveau déjà de la politique. Que tous les acteurs se mettent ensemble et aussi que les activités phares comme l'agriculture, l'élevage et la pêche soient associées au niveau de leurs acteurs pour conjuguer les efforts et agir ensemble. Il faut sensibiliser. Il faut que les acteurs soient conscientisés sur le fait que la propriété ne viendra pas de la nature, ça viendra des hommes. La survie du fleuve dépend aussi des choix politiques et des partenariats stratégiques. Étant dédié à la conservation des zones humides à travers le monde, notre action se focalise sur la conservation de ces zones. Mais qui parle de conservation des zones humides parle d'eau. Et c'est un paquet d'actions
que nous menons à ce titre. D'abord, le développement des connaissances et des outils d'aide à la décision pour une très bonne gestion de ces ressources en eau. Et c'est le cas du fleuve Niger aussi. Et nous faisons aussi le développement des actions pilotes de conservation de ces zones humides et au centre de nos actions, la préservation des ressources en eau. Des poissons qui meurent, des pêcheurs qui pleurent, mais aussi un fleuve qui se meurt en silence. Entre larmes et espoir, le fleuve Niger attend qu'on lui tende la main, car sauver ses eaux, c'est sauver des vies. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré et Fousséni Sissoko. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Réalisation, Diafar Thiam. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. D'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Les programmes de l'ERTM se poursuivent. Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.